Bonsoir, Lamia. Bonjour Julie, comment Bien, vas-tu? super bien, toi? Oui, ça va super bien. J'attendais vraiment avec impatience ce webinaire. Génial. Écoute, si on est juste nous deux, tu vas avoir le webinaire pour toi toute seule, ma chère. Mais sinon, pour les autres personnes, il est toujours disponible en rediffusion sur l'espace de formation. Super. Bien, écoute, j'espère que tu passes une super belle fin de semaine. C'est pas chaud, mais bon, ça fait partie de la vie au Québec. Oui, c'est ça. On n'a pas le choix, il faut s'habiller chaudement, hein? Alors, ce soir, sans plus attendre, on va passer au peigne fin, le formulaire de demande du ministère de la Famille. En fait, j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet-là. Beaucoup de gens prennent aussi des consultations privées, donc ils vont rédiger le formulaire. Après ça, ça prend à peu près 2, 3 séances de consultation privée parce qu'ils veulent que je révise avec eux le formulaire. Fait que pour toutes ces raisons-là, je me suis dit que ça serait peut-être, même si ça fait partie intégrale de la formation, de l'accompagnement Rescousse, je suis convaincue que le webinaire de ce soir va pouvoir peut-être apporter encore plus d'explications, plus de détails sur le fameux formulaire du ministère de la Famille. Donc, bien, pour commencer, pour les gens qui se demandent de quoi on parle, alors, quand on veut démarrer une garderie en installation, on doit absolument rédiger son plan d'affaires, avoir une préapprobation de la part de l'institution financière et ensuite rédiger une demande pour l'acheminer au ministère de la Famille qui, eux, vont le faire suivre au comité consultatif. Donc, c'est le comité consultatif qui va qui va suggérer en fait au ministère de la Famille d'approuver ou non la demande. Donc, si eux, ils trouvent que ça fait, si le comité consultatif trouve que la demande fait du sens, ils vont suggérer au ministère de l'approuver, sinon, non. Et habituellement, 99,9%, le ministère va faire ce que son comité consultatif lui suggère de faire. Alors, pour aller chercher le super formulaire pour les personnes qui ne savent pas où aller trouver le document, c'est directement sur le site du ministère au www.mfa.gouv.qc.ca dans service de garde. Donc, on ne clique pas, on fait juste glisser la souris, on le menu déroulant qui déroule. Donc, on va centre de la petite enfance et garderie. Là, on clique. Ensuite de ça, en bas à gauche, ouverture d'un service de garde, on clique. Dans garderie, directement, demande de permis directement au ministère, on clique. Et finalement, ici, à démarche étape 1, on clique ici, étape 1, demande en vue d'une analyse par le comité consultatif sur l'offre de services de garde éducatif à l'enfance. Moi, j'ai un PC, donc quand je clique, il va aller se télécharger, je dois ensuite aller le récupérer, mais les gens qui ont un PC, habituellement, le formulaire devrait ouvrir à l'écran. Donc, j'ai le super formulaire. Alors, on peut soit l'imprimer, le remplir manuellement ou le remplir directement à l'ordinateur. Donc, une fois qu'on a récupéré le fichier, comme vous pouvez voir à l'écran, on peut écrire directement dedans. Mais quoi qu'il en soit, on doit absolument l'imprimer pour pouvoir l'acheminer par la poste à la direction régionale du territoire où est-ce qu'on est par rapport au ministère de la Famille. Je vais vous dire ça plus vers la fin du webinaire, mais c'est pas comme les gens qui ont fait une demande pour une garderie en installation subventionnée, chose qu'on ne peut plus faire de demande actuellement. Eux autres devaient envoyer ce formulaire-là, ben c'était pas exactement le même, mais il se ressemblait drôlement, directement par le portail du ministère. Donc là, étant donné que c'est une garderie en installation qui est non subventionnée, on doit absolument l'envoyer par la poste. Première chose que je vous suggère de faire, juste au-dessus du lien pour télécharger le guide, pas le guide, justement, je m'en viens trop vite, le super formulaire, on a le guide qui va vraiment venir encadrer la rédaction avec toutes les informations que le comité consultatif souhaite voir dans votre demande. Fait que moi, je vous suggère fortement de remplir la demande avec le guide à côté pour justement s'assurer de mettre le plus d'informations possible. J'ai fait un live il y a quelques semaines justement
par rapport aux erreurs que je voyais les plus fréquentes dans la rédaction du formulaire. Je pense que les lives sont sur ma page Facebook disponibles, je pense, une trentaine de jours avant que le Facebook les efface. Je vous suggère très fortement aussi d'aller peut-être le visionner. Ça dure une quinzaine de minutes. Ça va peut-être vous allumer sur certains trucs. Même si à la page 6 du guide, ça dit que pour que la demande soit considérée recevable aux yeux du ministère de la Famille, donc pour qu'il puisse diriger votre demande au comité consultatif, il y a seulement 5 points qui devraient être remplis. Malgré cette indication-là, moi, je vous le dis et je vous parle par expérience, remplissez la demande au complet parce que sinon, ils ne vont pas analyser votre demande. Ils vont vous retourner un papier en vous disant que la demande, elle doit être mieux complétée pour évidemment qu'ils puissent avoir une vision globale et pouvoir avoir une appréciation globale de la demande pour pouvoir répondre et suggérer ou non le projet au ministère. Donc, même si dans le guide, c'est indiqué qu'on peut juste remplir 5 points pour que la demande soit recevable et qu'on ouvre un peu le dossier en quelque sorte, remplissez la demande au complet, perdez pas votre temps. J'ai des clientes qui ont fait ça, puis bon, c'est le ministère de la Famille, là. Je les aime beaucoup de tout mon cœur, mais des fois, c'est une grosse machine. Des fois, on a l'impression qu'ils travaillent un peu en silo. Puis, ben, malheureusement, il y a une cliente qui s'en est aperçue de cette façon-là. Alors, voilà. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, demande de permis non subventionné. Alors, évidemment, on doit cliquer en haut la première case, donc une demande de permis de garderie non subventionnée. Les deux autres, c'est pour des augmentations ou des changements d'emplacement. Donc, c'est pas notre cas. Section 1.1, en fait, section 1, renseignement sur le demandeur. Là, oubliez section obligatoire ou pas, là, moi, je vous le dis, toutes les sections sont obligatoires. Donc, 1.1, c'est le nom et les coordonnées de l'entreprise qui fait la demande. Donc, ça va devenir le demandeur. En fait, les indications qu'on va venir écrire ici, c'est à ce nom-là que le permis officiel de la garderie va être délivré. Théoriquement, vous devriez avoir incorporé votre entreprise préalablement auprès du REQ, donc du Registre des entreprises du Québec. Et ça devrait être le nom de votre entreprise qui figure ici. Donc, soit, je sais pas, la garderie Kalinours avec le numéro d'NEQ, donc le numéro d'entreprise du Québec, ou sinon, ça peut être juste un numéro Québec Inc., ça peut être ça aussi. L'adresse, en fait, toutes les indications qui sont ici devraient être les indications qui se retrouvent dans votre incorporation au REQ. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez avoir recours au REQ. Vous pouvez retourner dans votre dossier directement sur le site du REQ, mais les informations ici doivent être celles de votre entreprise, donc celles à qui le permis va être délivré. 1.2, là ici, c'est le temps de mettre votre nom à vous. C'est le nom et la coordonnée des personnes, en fait de la personne à joindre relative à la demande. Même si vous êtes 2, 3, 10 dans le projet, ça prend juste une personne pour pouvoir être le lien de communication directement avec le ministère de la Famille. Donc, ils n'enverront pas une lettre d'approbation ou de refus à 12 personnes. Ils vont l'envoyer à une seule personne, même si vous êtes 10 dans le projet. Alors, la personne qui a été déterminée, on doit écrire ces coordonnées ici. 1.3, si jamais vous avez fait d'autres demandes au ministère, des demandes qui sont encore actives, vous devez écrire à ce moment-là oui et indiquer la municipalité visée. Puis si on a un nombre de places de demandes qu'on a déjà faites, là, donc il faut écrire ici. Si jamais c'est votre première demande, on clique non. 1.4, avez-vous d'autres permis? Théoriquement, si vous êtes avec Rescousse, ça devrait être non. 1.5, portrait des administrateurs et des actionnaires. En fait, ici, ils disent personne morale seulement. Une personne morale, c'est une entreprise, donc c'est votre incorporation que vous avez faite auprès du REQ. Alors vous êtes une personne morale parce que c'est une personne morale, c'est votre entreprise, la garderie Les Petits Soleils, la garderie Kalinours, la garderie XYZ ou un paquet de numéros Québec Inc. qui fait la demande via vous, qui êtes la personne en lien avec le ministère de la Famille.
Donc, le portrait des administrateurs et des actionnaires, c'est le nom de toutes les personnes qui figurent sur l'incorporation. Donc, si vous êtes la seule et l'unique actionnaire, donc la seule personne qui apparaît sur les documents du REQ, il y a juste votre nom à vous, donc Madame Binette, prénom Georgette, et la personne, elle est actionnaire, et là, ben, elle aurait 100% des actions. Si vous êtes un couple, donc il y a monsieur, madame, alors ben, au début, ça serait monsieur, son prénom, actionnaire, madame, nom, prénom, actionnaire. Et là, ben, les pourcentages d'actions de droit de vote va dépendre. Est-ce que vous êtes moitié-moitié dans l'entreprise? Si oui, ça serait 50-50. Est-ce que, je sais pas, vous êtes avec une de vos collègues, puis vous allez fournir plus de comptants, fait que vous allez avoir, je sais pas, 70% et elle 30. Donc, ça sera à vous de déterminer le pourcentage d'actions par rapport au droit de vote. Habituellement, il n'y a pas vraiment d'administrateur pour ce qui est des garderies en installation non subventionnées parce qu'on est une société par action, donc on est une incorporation, alors ce sont tous des actionnaires. Si vous aviez choisi une autre forme juridique, chose que je ne vous recommande pas pour notre dossier à nous, donc pour une ouverture de garderie non subventionnée, à ce moment-là, il pourrait y avoir des administrateurs. Tu sais, si on ouvre, par exemple, un OSBL, donc un organisme à but non lucratif ou une coopérative. Là, il y aurait des administrateurs et non des actionnaires. Mais là, nous, c'est pas le cas. Alors, tout le monde qui va avoir des noms décrits ici, il n'y a pas d'administrateurs, ce sont des actionnaires. Et là, ça sera à vous de voir qui a combien de pourcentage d'actions. Ensuite de ça, 1.6, c'est si jamais il y a une autre entreprise qui est propriétaire de la garderie. Par exemple, donc là, je vais continuer, je vais descendre un peu, là, parce que là, ici, en fait, il faudrait le nommer. En fait, par exemple, OK, moi, j'ai une compagnie bon, admettons, ma compagnie à moi, qui a Rescousse, donc ma compagnie Capital Humain, décide d'ouvrir une garderie. Donc là, ça serait Capital Humain qui décide d'ouvrir une garderie. Donc, ça serait une entreprise qui décide d'ouvrir une entreprise. Donc là, ici, ça serait Capital Humain qui déciderait d'ouvrir une garderie. En tout cas, moi, je me comprends, là, je sais pas si c'est clair. La Mia, peut-être que tu peux répondre. Je sais pas si tu es encore là ou c'est juste de nom. Oui, Okay. je suis là. Tu Oui, comprends tout ce que j'essaie d'expliquer parce que pour beaucoup de gens, là, c'est très nébuleux, cet aspect-là. oui, mais par exemple, moi, ici, non, moi, j'ai pas une entreprise. Donc, ce que je dois faire, c'est vraiment écrire le nom de ma corporation morale. Donc, c'est ça. C'est ça, en haut. Sauf que, tu sais, ça, si, mettons, je ne sais pas, la pharmacie Pharmaprix décide d'ouvrir une garderie. Oui, Et si on reprend du début, ici, ça serait quand même garderie Pharmaprix, mettons. Ensuite, le nom de la personne qui va être en lien avec les communications au ministère. Ensuite de ça, est-ce que c'est juste Pharmaprix, la pharmacie qui décide d'ouvrir? Admettons que ça serait le cas. Il n'y aurait pas ici d'actionnaires et d'administrateurs parce que on serait ici dans 1.6 parce que c'est une entreprise qui ouvre une entreprise. Et non 1.5, c'est des gens comme toi et moi qui décident d'ouvrir une garderie. Fait que habituellement, là, 99,9% des gens ici, là, on n'a pas besoin de rien écrire dans 1.6 parce que c'est pas une entreprise qui ouvre une garderie, c'est vous qui ouvrez une garderie. Donc, si je continue à descendre, oups, bon, là, ça va trop vite, je vais essayer de descendre ça. On peut-tu bouger ça, peut-être? Oui, donc. donc dans le fond, moi, j'ai rien à écrire là-bas parce que j'ai pas une entreprise. C'est ça. Fait que 1.6, on n'écrit rien. Si jamais il y a des gens qui ont des doutes, vous m'enverrez un courriel en privé, ça va me faire plaisir de vous répondre, là, mais 9 fois sur 10, là, 1.6, on n'écrit rien parce que c'est pas une entreprise qui ouvre une garderie. En fait, c'est vous
qui avez créé l'entreprise pour ouvrir une garderie. C'est pas une entreprise qui décide de créer une entreprise puis qui décide d'ouvrir une garderie. C'est vous au départ, puis vous êtes pas une entreprise. Mais vous avez créé une entreprise. Mais vous êtes, à la base, vous êtes pas une entreprise. Donc, 1.6, on n'écrit rien. Puis là, le 1.6, il en laisse beaucoup au cas qu'il y a 2-3 entreprises qui se mettent ensemble pour ouvrir une garderie. Mais là, ici, vous autres, c'est pas le cas. Alors, automatiquement, on tombe à la section 2, qui est la section sur le projet. Alors, super important, 2.1, il faut indiquer le nom et le numéro du territoire de bureau coordonnateur où est-ce que vous voulez démarrer votre garderie. Le fameux tableau disponible sur le site du ministère de la Famille sur l'estimation de l'offre et de la demande, tu sais, l'espèce de grille de bingo, là, on doit absolument trouver notre secteur et il va y avoir un code rattaché à ça qui est en fait le code et le nom du territoire du bureau coordonnateur. Donc ça, c'est obligatoire. Vous devez obligatoirement écrire un nom et un numéro de bureau coordonnateur. Donc ça veut dire que vous devez obligatoirement trancher et sélectionner un endroit, un secteur où est-ce que vous allez ouvrir votre garderie. Attention, faites vos recherches en amont parce qu'une fois que vous allez avoir acheminé la demande au ministère de la Famille, on peut plus changer cette information-là. Si jamais vous dites, oh non, finalement, je veux plus ouvrir la garderie à Blainville parce qu'il y a une pénurie de locaux à louer, à la place, je vais l'ouvrir à, je sais pas, Saint-Jérôme, ben là, pour faire une nouvelle demande, il faut repayer le 1725 $. Donc, faut vraiment faire les recherches en amont. Il y a une raison pourquoi je donne des étapes. Si jamais vous comprenez mal les raisons de l'enchaînement de ces étapes-là, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous guider. Mais si obligatoire, écrivez le nom et le numéro d'un territoire d'un bureau coordonnateur qui prévoit être en déficit de place en 2024. Le tableau devrait être mis à jour éventuellement. Normalement, il est mis à jour plusieurs fois l'an. Je pense qu'ils ont été débordés cette année avec les appels de projets pour les garderies subventionnées. Ça n'a pas encore été fait. Je regarde à tous les jours. Dès que je le vois, c'est sûr que je vais vous transférer l'information. Mais continuez de regarder ce tableau-là à l'œil parce que si le tableau change une fois que vous allez avoir envoyé votre demande, que le secteur convoité prévoyait être en déficit de place, puis là, vous avez envoyé la demande, puis l'entretemps, il a changé, puis là, il ne prévoit plus, votre demande, elle risque d'être refusée. Donc là, on est un peu entre l'écorce et l'arbre, parce que c'est sûr que le tableau va être mis à jour prochainement. Malheureusement, j'ai appelé au ministère, ils savent pas quand. Fait que là, on est personnellement, là, moi, rendu à ce temps-ci de l'année, j'attendrais 2 semaines, un mois pour voir avant si le tableau change, pour voir si je dois réajuster mon tir avant d'envoyer la demande officielle, juste au cas où. Mais bref, c'est un choix très personnel. Fait que à vous de voir. Nom de l'installation, ben si jamais vous savez déjà comment va s'appeler votre garderie, on peut l'indiquer. Municipalité, si vous savez d'emblée, vous pouvez l'écrire. Quartier, secteur, si vous savez d'emblée, vous pouvez l'écrire. Mais sinon, ce sont toutes des informations que vous n'êtes pas obligé d'écrire. Ici, l'adresse, pas obligé d'écrire parce que ça se peut que c'est pas tout le monde qui a trouvé déjà un local à ce moment-là. Très légitime, aucun souci. On donnera l'adresse éventuellement au ministère. Eux autres, ils veulent vraiment savoir, en fait, c'est le secteur où est-ce que vous prévoyez ouvrir la garderie. 2.2, nombre de places demandées. Ben là, il faut vraiment venir écrire combien de poupons vous voulez, combien d'enfants de plus de 18 mois vous voulez écrire. Bon, ben là, ici, ça serait pas la première colonne parce que ça, c'est des gens pour qui veulent avoir plus de places. Donc, vous autres, en fait, ça serait pas le cas. Vous autres, c'est juste le nombre de places demandées. Donc, ça serait la deuxième colonne. Donc, par exemple, je sais pas, 15 poupons, puis là, je dis n'importe quoi, mettons, là, puis 32 grammes. Ici, là, faites très attention, OK? Il y a une petite case secrète qui dit que si le comité consultatif était dans l'impossibilité de recommander l'attribution du nombre de places demandées, une révision à la baisse du nombre de places demandées pourrait-elle être considérée? C'est sûr que il y a des avantages et des inconvénients à cliquer oui ou à cliquer non. Si le ministère de la Famille trouve votre projet sur la coche, mais que, je dis n'importe quoi, ils n'ont pas 47 places à offrir parce que vous êtes en compétition avec un autre projet qui a aussi qui est aussi très recommandable.
ben peut-être qu'ils vont approuver les deux projets, mais qu'ils vont diminuer le nombre de places. Donc, peut-être qu'ici, au lieu de 32, ils vous donneraient 24. Fait qu'avant de cliquer oui, assurez-vous que vous allez être rentable. Si vous, là, à 39 enfants, ça arrive pas parce que l'excédent de 39, c'est ça votre profit, ben on clique non. Faut pas juste cliquer oui pour essayer d'avoir plus de chance. Oui, c'est sûr que ça peut peut-être vous donner plus de chance si vous êtes en compétition avec quelqu'un d'autre, mais si c'est pour vous donner le plus de chance, mais qu'après ça, vous allez faire faillite parce que dans une couple d'années, vous n'allez pas être rentable, ben on va venir cliquer non à ce moment-là. Genre, c'est à prendre ou à laisser le projet. Fait que ça sera à vous de voir parce que si on clique oui, ben on va venir indiquer mais c'est quoi, j'avais marqué 32, hein. Fait que, tu sais, si, mettons, on dit, OK, au lieu de 15, on va marquer 10, puis ici, au lieu de 32, on va marquer 24. Mais soyez sûrs et certains des chiffres que vous mettez là. On n'invente pas des chiffres comme ça. Il faut avoir fait vos calculs avant. D'ailleurs, prochain webinaire, le 10 janvier, je vais passer le webinaire au complet. On va vraiment prendre le tableau pour les prévisions financières, puis je vais le passer au peigne fin pour donner toutes les informations nécessaires parce que c'est un autre sujet que j'ai beaucoup de demandes. Alors, avant d'écrire des chiffres ici, assurez-vous d'avoir fait vos devoirs et d'avoir fait vos chiffres parce que sinon, si jamais le ministère vous approuve votre projet, mais avec une demande à la baisse comme ça, si après ça, vous dites « Oh non, finalement, je fais mes chiffres, ça balance plus », on peut pas retourner en arrière à moins juste d'abandonner le projet et de refaire une nouvelle demande. C'est comme très complexe. Le ministère de la Famille, ils n'entendent pas à rire, donc faites vos devoirs, puis si c'est pas rentable avec une diminution de place, ben on clique non, tout simplement. 2.3, description du projet d'entreprise. Alors, on lit ici, décrivez votre projet d'entreprise, y compris le programme éducatif qui sera appliqué. On s'entend qu'on peut pas écrire, puis là, ouais. On voit le carré qui est ici, là. On peut pas commencer à venir faire un copier-coller de notre programme éducatif complet là-dedans. Ça rentre pas. Il faut donner quand même les lignes directrices. Il faut parler du programme éducatif, c'est lequel? Est-ce qu'on fait jouer c'est magique? Est-ce qu'on fait high scope? Est-ce qu'on fait accueillir la petite enfance? Est-ce qu'on fait Montessori? Puis donner les grandes lignes de ce programme-là. Ça sera à vous de remplir ça selon le programme choisi. Si, par exemple, on prend accueillir la petite enfance, ben moi, j'irai prendre tous les grands titres du programme, qui est disponible d'ailleurs sur le site du ministère, puis je viendrai écrire les grands titres, comme quoi que c'est ça qu'on va véhiculer à l'intérieur de notre garderie, puis que au moment opportun, on va donner l'intégralité du programme de comment nous, on va l'appliquer à l'intérieur de notre service de garde. Justement, ici, ils mettent la fiche en référence des caractéristiques recherchées d'un programme éducatif. En fait, le programme éducatif qu'il y a dans Rescousse, il est complet, il a été approuvé par le ministère de la Famille et il est à jour. Sauf que il y a genre 30 quelques pages, si c'est pas plus, là, je me rappelle plus, mais c'est quand même une moyenne brique. Fait que c'est sûr qu'on peut pas faire un copier-coller. Fait que là, ça va être à vous de garder les grandes lignes, les grands titres, peut-être quelques exemples quand même pour faire mousser tout ça. Pour pouvoir expliquer un peu c'est quoi votre vision, votre mission là avec votre philosophie dans votre future garderie. Si vous avez une offre de service plus particulière, par exemple, vous souhaitez accueillir des enfants handicapés. Vous souhaitez avoir des horaires atypiques. Vous souhaitez, tu sais, si jamais il y a une particularité, ben on peut venir l'écrire ici également. Si vous vous dites, ben moi ça va être une garderie nature parce qu'on tout va se faire dehors, même les siestes, ben sauf quand il pleut, bien entendu, on va pouvoir venir mousser ça ici. Je vais juste voir ici parce que justement ce soir je vous explique que j'ai les deux. J'ai le formulaire, puis j'ai le guide, parce que dans le guide, des fois, il y a des informations, le fun, qu'on peut venir encore plus rajouter. Dans ici, la description du projet, vous pouvez parler aussi de vos avantages concurrentiels. Ah, ben nous, on va développer un partenariat avec l'Arena, on va apprendre à patiner aux enfants de 3 à 5 ans. Nous, on va, je sais pas, on va offrir un service aux parents, une ligne VIP que les parents peuvent nous appeler, peut-être pas 24 heures sur 24, là, mais
Par exemple, comme ça, quand ils ont un enfant en crise, il y a quelqu'un qui va répondre pour pouvoir les assister dans la gestion de la crise. Donc, si vous avez des avantages concurrentiels, et j'espère que vous en aurez pour vous démarquer, vous distinguer de la compétition, ça peut être un endroit aussi pour écrire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Il y a beaucoup de gens, puis c'est une des erreurs, là, les gens vont écrire 3, 4, 5, 6 lignes, puis ils laissent le restant du carré blanc. Remplissez-les, là. On en met plus que le client en demande, là. Fait que c'est super important. Moussez vos réponses. Ça, c'est bon. Ça, je vous en ai parlé. Je regarde juste en même temps le guide pour être sûr. Vous pouvez parler aussi de l'emplacement. Si jamais vous êtes déjà au courant de où est-ce que ça va être, tu sais, ça va être dans un quartier, tu sais, mais genre, je sais pas, près des grands axes routiers, près de grands attraits comme parc, bibliothèque, jeux d'eau, ainsi de suite. Fait que vous pouvez parler un peu de l'emplacement, de l'installation, de l'environnement, de l'accessibilité. Ben, ça va être près des transports en commun, train, je sais pas, métro, autobus. Si vous prévoyez avoir un espace de jeu à l'extérieur, sinon si vous pensez avoir accès à un parc. Donc, c'est sûr que c'est plus facile à remplir si on connaît déjà l'adresse de où est-ce qu'on s'en va, mais sinon, vous connaissez le secteur, fait que vous pouvez parler comme quoi que, par exemple, il y a des nouvelles, ça on va, non, c'est pas vrai, on va le dire plus tard, ça, bref, j'essaie de vous donner des idées, puis tu sais, c'est pas grave s'il y a des choses qui se répètent d'un carré à l'autre, là. Si jamais il vous reste de l'espace, puis que là, vous savez plus trop quoi écrire, moussez, puis c'est pas grave si jamais il y a des choses qui se rejoignent dans d'autres points plus bas, là, c'est pas très grave. Si vous avez aussi un horaire type de la journée, donc une planification quotidienne, le 9 heures collation, tu sais, mettons 7 à 9 accueil, 9 heures collation, hygiène collation, après ça, routine du matin, bref, vous pouvez écrire ça aussi là-dedans. Ici, c'est ça. Si vous savez déjà si l'espace de jeu est attenant à l'installation ou si vous allez avoir un recours à un parc à moins de 500 mètres, cliquez. Fait que c'est pour ça que, tu sais, il y a des gens qui me disent, ouais, mais Julie, on sait pas encore ça va être où, on peut pas signer de bail tout de suite parce qu'on sait pas ça va être où, puis on sait pas si le ministère va nous donner le feu vert. Moi, je vous suggère, là, quand vous êtes rendu à envoyer une demande, là, puis tu sais, c'est pour ça que je vous dis de magasiner avant. Mon Dieu, la chose, il déboule, puis c'est vraiment trop vite. Même si la demande, elle est pas envoyée, vous êtes sur le bord de l'envoyer ou vous venez juste de l'envoyer, commencez à magasiner le lieu pour vous assurer que quand vous allez avoir le feu vert, vous allez savoir que dans ce secteur-là, il y a pas, tu sais, quelqu'un fait une demande pour Blainville. Blainville, là, ils sont dans le déficit solide et ils vont l'être encore quand le tableau va être mis à jour. Mais si on va faire un tour à Blainville, il y en a pas de locaux à louer à Blainville. Fait que la personne qui regarde pas ça puis qui commence pas à magasiner un peu à l'avance, qu'elle envoie sa demande, qu'elle fait son plan d'affaires, elle va voir le banquier, pré-approbation, elle envoie sa demande au ministère, la demande est approuvée, là, la fille, à part, parce qu'elle va magasiner un local, pour vrai, il y en a pas. Elle est dans l'eau chaude, là, tu sais, fait que c'est pour ça que je vous dis, commencez à l'avance, à tâter le terrain, à regarder ce qui se fait sur le marché. Si, évidemment, avec la superficie requise selon le nombre d'enfants que vous demandez, si ça fait du sens, il y a plusieurs choix, tu sais, oui, ça se peut que ces choix-là seront pas là quand ça va être le bon timing, mais ça donne un aperçu, ça donne le pouls du marché. Ça veut dire qu'il va quand même avoir de l'offre au moment opportun. Une fois qu'on envoie la demande ou qu'on est sur le bord, on peut signer un bail, en fait, en tout temps, là. En autant qu'on rajoute des clauses dessus conditionnelles pour pouvoir se retirer. Donc, les conditions qu'on va ajouter au bail, en fait, ce sont des portes de sortie pour pouvoir se sortir d'une situation sans engagement financier advenant le cas où il arrive un pépin. Donc, admettons là, vous êtes en train de remplir la demande du ministère, vous trouvez le lieu idéal, on remplit un bail, conditionnel à, entre autres, l'approbation du projet par le ministère de la Famille, conditionnel à l'obtention du financement officiel, conditionnel à l'obtention du permis de rénovation par la municipalité. Fait que ça vous met 3 belles portes déjà en partant, là. Fait que si pour une raison X, le ministère vous met les bâtons dans les roues puis il vous refuse le projet, le bail que vous avez signé devient nul et non avenu. Fait que on le déchire puis ça tombe à l'eau.
Le hic avec ça, c'est juste que si on réserve un bail un peu trop d'avance, ben des fois, les propriétaires, tu sais, sont peut-être moins chauds à l'idée de savoir que ça va prendre 3 mois avant d'avoir une réponse de la part du ministère de la Famille. Bon, actuellement, ça prend pas 3 mois, quoique là, sont dans le jus peut-être, mais c'est plus ça qui peut venir chatouiller. Puis les gens disent, oui, mais tu sais, dès que je signe un bail, il faut que je commence à payer. Non, on commence à payer le bail quand toutes les conditions sont enlevées. Voilà. Alors, commencez à magasiner une place. Puis si vous trouvez la place en or, puis le propriétaire y est ouvert, vous pouvez signer un bail avec des conditions sans problème. Donc, ici, en bas de 2.3, super important, décrivez les besoins de services de garde et les priorités de développement de ces services dans le territoire et indiquez en quoi votre projet pourra y répondre. Ça, là, c'est une des premières choses que le comité consultatif va regarder dans votre demande. Il va regarder le territoire où est-ce que vous souhaitez ouvrir une garderie. Puis, il va regarder ici, justement, est-ce que vous avez fait vos devoirs? Est-ce que vous êtes allé chercher pour vous assurer que ce lieu-là, il y a un besoin réel? Oui, c'est sûr que dans ce carré-là, on peut parler, bien évidemment, du tableau du ministère de la Famille sur l'estimation de l'offre et de la demande, comme quoi que dans le tableau, dans ce secteur-là, il prévoit en 2024 y avoir un déficit de tant de places. Vous pouvez dire également qu'il y a des nouveaux développements dans le secteur. Donc, il y a, je sais pas, vous pouvez faire vos recherches, je dis n'importe quoi, 1000 nouvelles portes grâce au développement résidentiel de nouveaux projets domiciliaires. Donc, 1000 nouvelles portes, habituellement, ce sont des nouvelles familles qui vont déménager dans le secteur. Donc, qui dit nouvelle famille dit nouveaux besoins de place en garderie. Vous pouvez faire des sondages aux parents, donc vous pouvez vous faire rajouter sur des groupes de parents de votre futur territoire et demander à ces parents-là, il y en a-t-il qui sont en attente d'une place en garderie, il y en a-t-il qui sont en recherche, vous avez besoin d'une place pour combien de temps, patati, patata, vous pouvez mettre des informations ici. Si c'est possible d'essayer de quantifier des informations, si vous êtes capable d'avoir des chiffres, des pourcentages, quelque chose de concret qui va venir soutenir votre demande, qui va venir supporter votre demande. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous, dans la description de projet, vous avez dit que vous voulez ouvrir une garderie avec des heures étendues parce que la garderie va être à côté d'un hôpital et vous voulez desservir les infirmières, les docteurs, donc le personnel de la santé qui travaille entre autres à cet hôpital-là. Ben c'est sûr et certain que ça serait pertinent ici de voir écrit, ben il y a combien de gens qui travaillent à cet hôpital-là qui ont des enfants 0-5 ans et il y en a combien qui recherchent une place en garderie. Donc ça va venir supporter vos dires, ça va venir prouver au ministère que vous avez fait vos devoirs, que vous savez pertinemment qu'il y a un manque dans ce secteur-là, vous avez des chiffres pour quantifier et que dans le fond vous savez dans quoi vous embarquez, vous avez fait vos recherches, puis vous êtes sûr que effectivement il y a un problème. Puis c'est pour ça ici, fait que si vous avez des aspects atypiques, si vous voulez accueillir des enfants handicapés ou des familles immigrantes ou peu importe, faites vos recherches en lien avec ça, puis venez ici indiquer que oui, il y a une demande pour ça, il y a un besoin pour ça, puis venez quantifier avec des chiffres. Fait que super important ici, faut faire des recherches. Vous pouvez aller sur les sites de la municipalité. Des fois, on peut voir que quand il y a un taux de naissance, si on compare avec les années précédentes, s'il y a un taux de naissance en augmentation, sinon la démographie des enfants 0-5 ans, si on compare avec les années précédentes, est-ce qu'elle est en augmentation? Si oui, on peut venir indiquer c'est quoi la différence. On peut aussi aller sur les sites comme par exemple Statistique Québec, Statistique Canada. On peut trouver plein d'informations là-dedans qui vont pouvoir vous servir ici par rapport aux besoins en service de garde, par rapport à votre territoire et peut-être par rapport à la description de votre projet s'il y a une particularité. Là, je veux descendre, sauf que j'ai peur que ça saute d'une page. OK, si je fais juste ça. OK, excellent. Je me prends une petite gorgée d'eau. Section 3. Documents requis sur la recevabilité de la demande. Donc, bien évidemment, on doit absolument envoyer un paiement avec notre demande qui est au montant de 1725 $. Oui, c'est ça. Fait à l'ordre du ministre des Finances du Québec. Et je vais vous montrer, en fait, dans le guide que je vous suggère de consulter, vers la fin, là, quand il parle transmission de la demande, je pense que c'était la page 15, à moins qu'il ait rajouté des pages,
faut envoyer par la poste la demande et les documents en pièce jointe à la direction régionale de votre secteur. Donc, il y en a 4. Il y en a un qui c'est la direction régionale de la capitale nationale et de l'Est du Québec, qui va venir inclure Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Côte-Nord, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches. Il y a la direction régionale de Montréal. Puis là, évidemment, dans le guide, on a les différentes adresses. Donc, ça, c'est pour Montréal. Direction régionale du centre et du sud du Québec. Ça, c'est les territoires de la Mauricie, Estrie, Montérégie, centre du Québec. Et direction régionale de l'ouest et du nord du Québec. Donc, c'est pour l'Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Laval, Lanaudière, Laurentides et le nord du Québec. Document constitutif, vous devez obligatoirement remettre une copie certifiée conforme de l'acte constitutif de l'entreprise. Ça, vous l'avez habituellement, c'est délivré quand vous incorporez l'entreprise au REQ. Habituellement, ils vous envoient ces documents-là, soit par courriel ou par la poste, selon ce que vous avez coché quand vous avez incorporé votre entreprise. Et une copie de la déclaration d'immatriculation ou de la déclaration initiale inscrite au registre des entreprises. Là encore, c'est un document qui est facile à avoir, qui est directement sur le site du REQ et que normalement, ils vous l'ont même acheminé avec l'incorporation quand vous l'avez faite au départ. Section 4. Oui, c'est bon, excellent, super. Alors, section 4. Le plan de mise en œuvre, donc la nature des travaux requis. Évidemment, l'idéal, ça serait de pas mal savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Fait que si, par exemple, vous avez déjà signé un bail, vous avez déjà l'adresse, vous savez où est-ce que vous allez, ben vous savez, est-ce que c'est même si vous le savez pas, vous avez quand même votre idée. Est-ce que vous voulez acheter un terrain puis bâtir? Est-ce que vous voulez acheter une bâtisse? Est-ce que vous voulez louer un local? Donc, ça sera à vous de cocher ce qui correspond à votre situation. Donc, la majorité des gens, c'est location d'un bâtiment ou de locaux. Ensuite, la description, en fait, c'est tous les travaux qui vont être à réaliser. Ici, là, le comité consultatif, ils savent là, que le plan d'aménagement par l'architecte, il n'est pas encore fait. Allez pas payer ça tout de suite non plus, parce que si le ministère refuse votre projet, vous allez avoir engagé des frais financiers pour rien. Donc là, ici, on va vraiment venir dire, bon, OK, tu sais, qu'est-ce qu'il va avoir à faire? Même si on n'a pas le plan d'aménagement, ben on sait qu'il va falloir mettre le local aux normes, par exemple. Donc, il va falloir venir peut-être abattre des murs, rajouter de la plomberie, de l'électricité pour pouvoir ajouter peut-être des salles de bain, des lavabos. Il va falloir venir ériger des cloisons avec des postes d'observation pour pouvoir être aux exigences, aux normes du ministère de la Famille. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce que vous allez avoir une cour à l'extérieur? Ben peut-être qu'il va falloir venir clôturer la cour, venir faire le revêtement de sol, venir installer des trucs. Donc, il faut vraiment venir ici tout écrire, c'est quoi que vous, à la meilleure connaissance que vous avez, qu'est-ce que vous allez avoir à faire. Évidemment, je vous suggère aussi d'indiquer très clairement que tous les travaux seront faits selon les lois et les exigences du ministère de la Famille suite à l'approbation des plans dessinés et scellés par un architecte, que les locaux, les travaux seront faits par quelqu'un qui a des cartes de compétences, que vous allez avoir au préalablement obtenu un permis également de la municipalité pour faire ces travaux-là, que les travaux seront faits et respecteront le Code de bâtiment du Québec. Et si jamais il y a d'autres, si jamais vous êtes en région puis que ça prend une fosse septique ou j'en sais rien, un puits artésien, ben vous pouvez parler de tout ça à l'intérieur de 4.2, donc les travaux requis. Vous pouvez parler du zonage. Comme quoi, vous êtes au courant que ça prend un zonage commercial, absolument. Peut-être que vous, si vous avez déjà signé un bail, évidemment, j'espère que vous avez vérifié cette information-là avant. Donc, si jamais il y a d'autres informations que vous devez indiquer, ça se trouve là. Là, j'essaie de voir, j'ai-tu omis un truc par rapport à ça? Je pense que non. C'est ça. Puis vous pouvez indiquer que vous allez ou que vous avez fait vous pouvez écrire que vous avez fait appel avec un entrepreneur pour avoir une estimation aussi du coût du projet ou même d'un architecte qui va peut-être vous donner une idée aussi. Ça rassure le ministère, puis ça leur montre que vous avez fait vos devoirs, puis qu'il n'y aura pas de surprise au moment opportun parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ouvrir une garderie, ça coûte 50 000 $.
Puis là, ben, tu sais, si il attrape l'architecte qui est super chérant puis qui pense que vous allez mettre des robinetteries en or et des planchers en marbre, même si on n'a pas le droit de mettre des planchers en marbre dans une garderie, là, mais puis que lui, vous arrive avec votre projet puis ça va vous coûter 1 million, ben entre 50 000 puis 1 million, il y a une méchante marge. Fait qu'en fait, genre juste mentionner que, tu sais, vous avez fait appel à un professionnel pour avoir une estimation des coûts d'amélioration locative ou de rénovation, ben le ministère, ça les rassure parce qu'ils se disent, ah, OK, fait que sais, les chiffres qu'ils vont avoir écrits plus loin par rapport aux rénovations sont fondés. 4.3, bon, ça recule encore trop vite. 4.3, là, je vais y aller en douceur, c'est le calendrier de réalisation de vos travaux ou de tout ce qu'il y a à faire. Je vous en ai mis un, justement, qui est très complet directement sur la plateforme de formation. Donc, quand on arrive dans l'onglet à gauche, dans l'onglet ressources, là, je pense que j'ai bougé un peu les affaires. Je pense que je l'ai mis. Il devrait être soit pas mal dans les premiers ou ben non dans les derniers. Donc, il y a un calendrier de réalisation. Vous allez pouvoir vous en inspirer. Puis après ça, bien évidemment, mettez je vais juste vous montrer, je pense que je n'en ai un. Il est-tu proche? Oui, calendrier de réalisation, j'en ai un proche ici, fait que je vais pouvoir quand même montrer un peu. Faites attention, il y en avait deux. Il y en a un qui était pour les garderies subventionnées qui ressemble à ça parce qu'il était pas, la demande n'était pas montée pareil, mais je trouvais qu'il manquait beaucoup d'étapes. Fait que là, ben, on a l'avantage d'avoir plus de latitude dans la demande pour une garderie non subventionnée. Fait que si là, j'ai vraiment très éclaté d'une façon très exhaustive la majorité des étapes avec des dates approximatives qui font du sens. Fait que ça va vous donner quand même une idée du délai entre chacune des étapes. Fait que vous allez pouvoir vous inspirer de tout ça ici pour pouvoir remplir le calendrier de réalisation aussi. Donc, en fait, c'est quoi l'étape, la durée de l'étape, puis si c'est la date de début que cette étape-là va commencer, par exemple. Si jamais vous avez des questions par rapport au calendrier de réalisation, une fois que vous allez vous être référé à celui sur l'espace de formation, vous pouvez m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir de vous répondre si jamais vous avez des petites particularités qui sont peut-être pas dans ceci. Donc, là, on est-tu rendu à 5 après? Je pense que oui. Oui, on va être rendu au budget. Bon. Le budget d'implantation, je vais le passer extrêmement rapidement parce qu'on va voir en détail dans le webinaire du 10 janvier toutes les prévisions financières. Donc, en fait, toutes les prévisions financières qu'on va voir ensemble au mois de janvier, on reprend les chiffres, puis on va juste venir ici les mettre dans les bonnes cases. Donc, tout ce qui est justement architecte et compagnie, ben, on va voir ça en janvier. Ici, le coût justement du bail, les améliorations locatives, tous les montants inhérents pour l'équipement, le mobilier, le matériel, les jouets, tout ça. On va tout voir ça en profondeur au mois de janvier. Fait que je passe ça rapidement parce que sinon ça va être vraiment trop long là. Juste ça là, on pourrait faire quasiment au facile 2 heures juste avec les chiffres. Fait qu'on va voir les chiffres vraiment en détail le 10 janvier pour les gens que ça intéresse. Alors, on saute à la section 5 qui est gouvernance et gestion des ressources. As-tu des questions à date, Lamia? Non, non, Julie. Vraiment, c'est vraiment clair. T'attends-tu? Oui, oui. OK, c'est bon. Excellent. Donc, section 5, gouvernance et gestion des ressources. Donc ici, puis là, on a un assez bon carré. On doit décrire la gestion des ressources humaines qui seraient mis en place, y compris les postes qui vont être à pourvoir dans le service de garde, puis votre stratégie de recrutement pour atteindre en même temps les exigences sur les ratios à respecter du ministère de la Famille. Bon, là ici, ils mettent classification et rémunération, là, oubliez ça. Nous autres, en garderie non subventionnée, on peut pas se fier à ça. On peut pas payer les gens selon l'échelle salariale du ministère de la Famille. C'est pas qu'on veut pas, c'est juste que financièrement parlant, on ne peut pas. Faut y aller avec la capacité financière de notre entreprise. Malheureusement, on n'a pas la capacité financière, à moins que vous êtes vraiment région puis que votre bail coûte des peanuts parce que sinon, malheureusement, ça peut pas fonctionner.
Donc là, il va vraiment venir falloir vous lancer des fleurs. Là, c'est le temps de dire en quoi vous seriez une bonne gestionnaire. C'est quoi votre expérience de gestion? Est-ce que vous avez déjà fait de la gestion des opérations, de la gestion administrative, de la gestion des ressources humaines, de la gestion comptable, peu importe, de la gestion marketing, peu importe, toutes les expériences comptent. Même si vous avez déjà été chef d'équipe chez McDonald's à 16 ans, ça compte. Fait que là, ça va être le temps de mousser un peu votre candidature, en quoi vous êtes la bonne personne pour mener ce projet-là à terme. Parce que le ministère de la Famille, là, il veut s'assurer qu'une fois qu'il vous donne le feu vert, que le projet tombera pas à l'eau ou en deux chaises, que vous allez mener le projet à terme, puis qu'ils veulent pas de problème après non plus. Fait qu'après ça, ils veulent s'assurer que vous allez être capable de faire rouler l'entreprise, que vous allez être capable d'opérer la garderie. Donc, là, c'est le temps de vous lancer des fleurs, de faire mousser votre candidature, de dire en quoi vous êtes la bonne personne, en quoi c'est quoi vos qualités de gestionnaire, ça va être quoi justement ça va être quoi la gestion des ressources humaines chez vous? Est-ce que vous allez tenir des réunions d'équipe pour vous assurer qu'il y a une cohérence auprès de votre équipe? Est-ce que vous allez faire des activités de mobilisation d'équipe? Est-ce que vous allez être chaleureuse, ouverte? Est-ce que vous allez souligner les bons coups parce que c'est important pour vous, la reconnaissance? Il y a plein de choses qu'on peut venir mettre ici. Allez-y vraiment avec votre senti. Ensuite de ça, il va vraiment falloir venir écrire tous les postes qui vont être à pourvoir. Donc, en fait, le ministère, là, il veut s'assurer que c'est bien beau qu'on ait écrit 15 poupons, puis là, je sais plus qu'est-ce que j'avais écrit, là, peut-être 32 grands. Il veut savoir si vous connaissez les ratios. Fait que 15 poupons, on a besoin de combien de filles? Ben, c'est un personnel éducateur pour 5 poupons. Fait que pour la pouponnière, vous allez avoir besoin de 3 postes à combler. Puis pour les grands, pour 32 grands, ça va être 4 personnes à embaucher. Donc, si vous là, on peut rajouter aussi, est-ce que vous allez avoir besoin d'une cuisinière? Est-ce que vous allez faire les repas sur place? Si oui, il va falloir écrire une cuisinière, il va y avoir un poste de cuisine à combler. Si vous prévoyez avoir recours au service d'un traiteur, ben, allez avoir une espèce d'aide multitâche sur place pour réchauffer les plats du traiteur, puis peut-être faire la vaisselle, distribuer les collations, les repas dans les locaux. Est-ce que vous allez avoir besoin de quelqu'un pour faire le ménage ou vous allez donner ça en sous-contractant à un sous-contractant, en tout cas en sous-traitance, là, je voulais dire la même chose. Fait que tous les postes à combler dans l'entreprise, va falloir que ça soit indiqué. Puis là, ici, quand on dit tous les postes, c'est pas juste du personnel éducateur. Donc, si je sais pas, vous, automatiquement, vous allez dire, moi, je commence d'emblée, je vais avoir une adjointe pour m'aider. Ben, il faudrait que ça l'apparaisse parce que tout ce qu'on écrit dans la demande, là, faut qu'il y ait un fil conducteur. Tu sais, si, par exemple, au départ, on a écrit que nous, on voulait avoir des horaires atypiques parce que, je sais pas, vous voulez être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour pouvoir aider les gens dans le domaine de la santé. Ben là, c'est sûr ici que si vous faites juste écrire 3 filles à la poupe puis 4 filles pour les grands, le ministère de la Famille, d'emblée, ben, le comité consultatif, ils vont dire « Oups là, drapeau rouge, là. Elle sait pas dans quoi qu'elle s'embarque, elle comprend pas que ça va y prendre plus de staff que ça parce que le monde, ils peuvent pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. » Si les gens qui ont marqué qu'ils allaient accueillir des enfants handicapés, ben, il n'y a pas de problème, mais là, il faut que ça se répercute si, est-ce qu'il va y avoir des gens pour ces personnes-là? Est-ce que vous allez fonctionner avec des ratios réduits? Est-ce qu'il va y avoir des ergothérapeutes sur place ou peut-être à temps partiel ou une éducatrice spécialisée ou bref, j'en sais rien. Fait que tout ce que vous écrivez dans la demande, il faut qu'il y ait un fil conducteur. Parce que si vous en parlez au début, juste pour que ça paraisse bien, puis qu'au fur et à mesure que le comité consultatif, il lise puis qu'il analyse la demande, puis que, oups, ça se perd au fil du temps, ils sont pas caves, là, ils sont pas négaires. Fait qu'ils savent bien que vous avez voulu, tu sais, mettre tout ça beau, mais que dans les faits, c'est peut-être pas ça qui va se passer. Fait qu'il faut vraiment que ça soit cohérent, pertinent, puis qu'il y ait un fil conducteur du début à la fin. Ce qui va se retrouver dans les chiffres aussi, ça va être cohérent avec le nombre de postes à combler qu'on va écrire ici. Donc, il y a vraiment un fil conducteur. Il faut vraiment faire super attention de s'assurer que tous les morceaux de casse-tête s'imbriquent puis que c'est le même casse-tête, en fait. Ensuite de ça, on va venir parler justement
il y a une pénurie d'éducatrices, ben pas juste d'éducatrices, hein, mon frère est dans la construction, j'ai des amis dans le domaine bancaire, il y a une pénurie de personnel partout actuellement. Ça va être quoi, vous, vos stratégies de recrutement? J'ai fait une capsule sur YouTube par rapport à ça. Vous pouvez aller la visionner. Je pense que c'est justement comment embaucher en temps de pénurie. Ça va venir vous donner des idées, des trucs. Vous allez pouvoir les écrire là-dedans. Fait que les trucs qui font votre bonheur, bien sûr. Donc, ça va être quoi votre stratégie de recrutement justement pour pouvoir aller recruter du personnel, puis vous assurer que le ratio du ministère de la Famille, non seulement le ratio enfant versus personnel éducateur est respecté, mais aussi les qualifications sont respectées. Donc, c'est une personne qualifiée sur 3 pour les 5 premières années d'opération et ensuite, ça va tomber à 2 sur 3. Donc, eux autres, ils veulent s'assurer que vous connaissez ces informations-là, puis que vous allez les appliquer, puis ils veulent savoir comment vous allez faire. Fait que, tu sais, c'est pas juste d'écrire « je vais respecter les ratios du ministère ». Ouais, mais attends un petit peu, là. Eux autres, ils veulent aller plus loin que ça. Comme quand, à l'étape 2, quand ils vont approuver votre demande, puis ils vont vous dire « OK, on passe à l'étape 2, vous avez le feu vert pour poursuivre », ils vont vous demander de rédiger un programme éducatif. Ben, si vous lisez le programme éducatif qu'il y a de disponible dans l'espace de formation, il est volumineux parce que il faut écrire concrètement comment on va l'appliquer dans notre quotidien. Fait qu'ici, les carrés qui s'en viennent, c'est justement ça qu'ils veulent, le ministère de la Famille. Ils veulent savoir, toi, concrètement, comment tu vas faire, qu'est-ce que tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu vas appliquer, qu'est-ce que tu vas faire, comment ça va se transpirer, comment tu vas le vivre, qu'est-ce que tu vas mettre en place. Bref, il faut vraiment venir donner un maximum d'informations par rapport à ça. Ça, je l'ai dit. On peut aussi venir parler de la rétention du personnel. Est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que vous allez mettre quelque chose en place pour vous assurer qu'il n'y ait pas un roulement de personnel? Si oui, quoi? Il faut l'écrire. Il faut pas juste écrire « je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de roulement de personnel » ou « je vais m'assurer de la rétention de mes employés ». C'est pas mauvais, mais il faut pousser plus loin. Si vous voulez que votre projet se démarque des autres, il faut pousser plus loin. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous assurer de la rétention du personnel? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous assurer de pouvoir recruter et de vous assurer de respecter les ratios du ministère de la Famille? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire comme quoi tu sais, oui, je vais être une gestionnaire hors pair, ouverte, chaleureuse, OK, mais concrètement, comment ça va transpirer au quotidien? Tu sais, vous allez être là pour l'équipe, vous allez faire de la formation continue, tu sais, tout ce que vous allez mettre en place, ça va être le moment de l'indiquer. Là, j'essaie de voir, poste à combler, si on l'a dit, si on l'a dit, si on l'a dit, si on l'a dit. Je pense que ça, on l'a pas mal tout dit. Ouais, ça, c'est bon. Ça fait que ça ressemble à ça. Si on descend un peu, là, ici, là, ça, bon, ça, ce tableau-là, là, il porte vraiment confusion, puis là, je suis plus capable de le descendre. Si on y va ici en douceur, il veut dessus. Parce que 5.1, dans le bas, ouais, je vais l'avoir. Bon, je veux pas aller plus loin, j'ai peur qu'il saute de page. Il y a beaucoup de gens qui disent, puis tu sais, j'ai appelé au ministère, puis ils savent pas quoi me répondre, là, parce que ça porte à confusion un peu, cette section-là, parce que quand on lit, on peut penser que c'est juste pour les garderies qui prévoient l'augmentation du nombre d'enfants. Mais moi, ce qui me met la puce à l'oreille, là, c'est ici, c'est écrit actuel, le cas échéant. Fait que, puis j'ai appelé au ministère de la Famille pour voir s'ils voulaient qu'on le remplisse ou pas, cette section-là, si c'était pour une nouvelle demande de permis. J'ai appelé 2-3 fois, puis j'ai eu comme 2-3 réponses différentes. Fait que moi, personnellement, je le remplirais. Fait que si, mettons, groupe enfant 1, ben, je sais pas, âge des enfants du groupe pouponnière ou 0-18, actuel, ben, il y en a pas, projeté 15, puis ben, ici, nombre de membres du personnel et le cas échéant, ben là, il y en a pas, projeté combien? Donc, on va venir détailler tous nos groupes ici. Moi, je le ferais personnellement parce que de toute façon, ça va pouvoir venir corroborer ce qu'on a écrit au-dessus avec les postes accomplis. Fait que ça prouve que nous, on remplit tout puis on va au bout des choses. Voilà. Ensuite de ça, 5.1, la suite. Décrivez la participation des parents au sein de notre service de garde. J'essaie juste de voir.
Je vais me prendre une gorgée, je commence à avoir le fond de la gorge un peu sec. Donc, en fait, ici, on veut savoir, on va faire participer les parents au sein de notre service de garde. Ouais, mais encore une fois, on est dans le comment. Mais premièrement, vous allez avoir une assemblée générale en début d'année. Ensuite de ça, vous allez mettre en place un comité de parents. Donc, le comité de parents va se rencontrer 4 fois, c'est 4 fois, je pense, ouais, 4 fois dans l'année. Vous allez demander la collaboration des parents lors des sorties peut-être ou des activités. Vous allez peut-être faire des capsules de formation pour les parents pour les guider dans des situations particulières. Tu sais, mon enfant mort, quoi faire? Ou la transition entre la garderie puis la maternelle. Vous allez, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire avec les parents? On peut faire plein de choses. On peut leur demander leur collaboration, peut-être une journée métier qui pourrait venir parler de leur métier. Ou s'il y a des parents qui sont pompiers, police, tu sais, peut-être qu'ils peuvent venir avec plus d'outils, de trucs comme ça, ou juste un artiste. Sinon, on peut demander aux parents de participer, entre autres, à l'élaboration d'un plan peut-être avec un enfant. Si on a, ben évidemment, si les parents sont pas dans le déni, là, mais tu sais, on peut demander la participation des parents de mille et une façons. Puis, eh ben ici, ça va être d'écrire comment vous, au quotidien, vous allez impliquer les parents dans votre garderie. Donc, ça peut être en les sondant, en mettant une boîte de suggestions à l'entrée parce que l'amélioration, il y a personne de parfait dans la vie. Nous, on vise l'amélioration continue. Ça peut être par un sondage aussi annuel. On veut savoir si les parents sont satisfaits, s'il y a des choses à améliorer. Je ne sais pas s'il y a un parent qui fait du karaté, ben peut-être que c'est lui qui pourrait venir donner les cours de karaté. Si on fait un spectacle à la fin de l'année, on a besoin de parents volontaires pour venir nous donner un coup de main, on peut les impliquer de cette façon-là aussi. Donc en fait là, puis évidemment, on va solliciter leur participation au quotidien, même avec les échanges avec les éducatrices pour le bien-être de leurs enfants. Lors aussi des remises des cahiers d'observation 2 fois l'an. Donc, on va venir vraiment indiquer ici comment concrètement on va impliquer nos parents à l'intérieur de notre garderie. 5.2. Ah oui donc. Ah, petit coquin. Il est tannant ce soir, le formulaire. Il va n'importe où. 5.2. Hey, il veut pas, hein? Il veut vraiment pas. 5.2. Ressources matérielles. Ah, oui donc. Bon. Ce carré-là est quand même un petit peu... non, il est à peu près pareil. Donc, on décrit la gestion des ressources matérielles qui seraient mises en place. Donc, par exemple, on va donner des renseignements sur nos fournisseurs, la façon dont vous allez procéder au suivi des stocks. Dans le fond, ressources matérielles, c'est tout ce que ça prend une fois que pour démarrer la garderie et une fois que la garderie va être en opération. Donc, si vous avez un traiteur, si vous avez un laitier, si vous avez justement, là, on peut faire une liste de fournisseurs. Si jamais vous avez un blanc, puis que là, vous savez plus dans Rescousse, c'était dans quel module. J'ai aussi une capsule sur YouTube justement pour des fournisseurs, puis j'en énumère plusieurs rapidement. Fait que ça va pouvoir aussi venir vous donner des idées. Attention, les fournisseurs que je nomme dans cette capsule-là, il y en a qui livrent partout au Québec, il y en a d'autres que non. Fait que ça sera à vous de chercher de faire vos devoirs. Idéalement, prenez vos vrais fournisseurs. Donc, les vrais fournisseurs de meubles, les vrais fournisseurs de jouets, les vrais fournisseurs pour la nourriture, les vrais fournisseurs pour le papier de toilette, papier brun, savon à main, et j'en passe. Ensuite de ça, on va venir décrire, dans le fond, comment vous allez faire pour vous assurer de manquer de rien. Par exemple, peut-être que les produits ménagers, même si vous avez recours à un service de ménage, vous avez besoin d'avoir des produits ménagers sur place. Il y a un enfant qui est malade, qui vomit ou quoi que ce soit, il y a un dégât, il faut avoir les produits pour le ramasser. Les filles vont faire des bricolages sur la table, il faut qu'ils puissent nettoyer la table désinfectée avant le dîner. Donc, par exemple, vos produits ménagers,
Ben, à quelle fréquence vous allez faire l'inventaire? Est-ce que ça va être aux semaines, aux mois, aux 3 mois? Pour les aliments, ben là, ça va venir dépendre si vous avez recours au service d'un traiteur ou pas. Si vous avez recours au service d'un traiteur, ben, il va falloir passer vos commandes toutes les semaines. Si vous faites la nourriture sur place, est-ce que vous allez faire une épicerie par semaine? Est-ce que vous allez faire une épicerie au mois? Comment vous allez planifier tout ça? Comment vous allez faire pour faire vos inventaires? Parce qu'avant de commander, il faut regarder qu'est-ce qu'on a, à quelle fréquence. Les jouets, il faut que les jouets soient toujours en bon état. Donc, dès qu'il y a un jouet qui est brisé ou un jouet qui manque des morceaux, il faut malheureusement s'en défaire. Donc, à quelle fréquence que vous allez faire ça? Est-ce que vous allez mandater vos éducatrices de vous apporter les jouets brisés? Est-ce que vous allez faire le tour tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, à tous les 5 mois, 6 mois? Bref, comment vous allez gérer tout le matériel qui est en garderie pour vous assurer qu'il demeure aussi en bon état et pour vous assurer de ne rien manquer. Je pense que c'est pas mal ça, là. Ouais, donc c'est ça. Il faut vraiment parler ici au niveau de l'alimentation. Est-ce que vous allez avoir recours au service d'un traiteur ou allez-vous avoir une cuisinière sur place? Qui va faire les commissions? Comment vous allez vous procéder? En fait, ici, là, ils veulent s'assurer que vous êtes structuré puis que vous êtes organisé. Fait qu'il faut vraiment venir mettre le plus d'informations possible là-dessus. Puis, ils veulent savoir comment vous allez vous procurer le matériel éducatif. Ben justement, peut-être via des sites comme Bro et Boutilier, où il y a Educato aussi qui a beaucoup de matériel éducatif. Tu sais, les time timers, les lettres de l'alphabet. Il y a tellement de produits, de trucs qui existent. Fait que, dans le fond, fiez-vous à ce qui est écrit dans le guide ici pour vous assurer que tout ce qu'ils veulent savoir, donc tout ce que je viens de vous dire, comment ça va se retrouver ici. Tu sais, comment vous allez assurer une saine gestion des choses de matériel? Ben, c'est avec de la prévoyance, en faisant des inventaires réguliers selon la sorte d'item, en remplaçant, en renouvelant, en passant les commandes en avance parce que vous êtes assez intelligente de savoir que c'est pas quand on place une commande qu'on l'a nécessairement le lendemain. Il y a des fournisseurs que oui, mais il y en a d'autres que non. Donc, de prévoir tout ça à l'avance. Ensuite de ça, ressources financières, décrivez la gestion des ressources financières qui seraient mises en place, notamment le tarif que vous demanderez par place si votre demande vise l'obtention d'un permis de garde non subventionné, ce qui est notre cas. Donc, justement, comment vous allez faire pour vous assurer que vous êtes rentable? Donc, on veut savoir, ça va être quoi, justement, les tarifs par enfant. Est-ce que vous allez avoir des promotions? Est-ce que vous allez avoir des tarifs spéciaux pour la fratrie? Est-ce que c'est le même tarif pour tous ou la pouponnière, c'est un peu plus cher? Vous pouvez dire aussi que vous allez augmenter les tarifs à chaque année pour suivre le coût de l'inflation. Vous pouvez dire que vous avez recours à un prêt pour l'institution financière, que c'est telle institution financière. Vous pouvez dire que vous allez avoir un fonds de roulement, que vous allez avoir un montant pour la mise de fonds. Vous pouvez dire que à tous les mois, vous allez mettre un montant de côté pour les imprévus. Vous pouvez dire, mon Dieu, vous pouvez dire tellement d'affaires aussi par rapport à ça. Que vous allez établir des budgets que vous allez respecter serrés, parce qu'encore une fois, le ministère de la Famille, ils veulent s'assurer que vous n'allez pas faire faillite une fois que la garderie est ouverte après 6 mois, là, parce que les autres, ils vont être dans l'eau chaude sinon. Donc, ils veulent s'assurer que vous avez les capacités organisationnelles pour, justement, on reprend encore le 5.1 pour mener le projet à terme et pour s'assurer après ça d'être capable de l'opérer. Fait qu'encore une fois, ici, ça va être vos capacités de bonnes gestionnaires qui vont être mis en place pour s'assurer que la garderie demeure à flot. Donc, on va faire des budgets serrés, on va respecter ces budgets-là. Y avait-il d'autres choses? On peut parler aussi des modalités de paiement là-dedans pour les parents. Est-ce que les parents, ils vont payer juste en argent comptant? Est-ce que vous allez accepter les virements bancaires, les cartes de crédit, les cartes de débit? Est-ce que vous allez faire des retraits directement dans le compte des parents? Est-ce que ça va être des chèques? Est-ce que ça va être le 1er du mois, le 15 du mois, un par chèque, deux fois par mois? Bref, vous pouvez indiquer aussi ici les modalités pour les paiements pour les parents. Je sais être sûr que j'ai pas rien oublié avant de passer à 5.4. Non, ça c'est bon. Non, ça c'est bon.
Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Excellent. 5.4, là, j'espère. Ah, je savais qu'elle allait me jouer des tours. Ah ouais, donc, petit coquin. Ah, ça se peut-tu, hein? Et je vais l'avoir. Oui, OK. Ressources informationnelles. Décrivez la gestion des ressources informationnelles qui seraient mises en place, notamment les règles d'organisation de la prestation des services. Ça ici, c'est la régie interne. On n'a pas besoin d'écrire une régie interne avant l'étape 2. Donc, une fois que le ministère de la Famille va avoir approuvé votre demande, qui va vous donner le go pour la suite, là, ils vont vous demander de rédiger une régie interne, en fait, les règles d'organisation de la prestation des services. J'en ai une régie interne dans les documents dans Rescousse, donc encore une fois dans le menu de gauche, dans Ressources, il y a plusieurs documents. Il y en a une régie interne qui a été approuvée par le ministère. Vous pouvez vous en inspirer. On a également ici la fiche de référence des renseignements qui doivent se retrouver dans une régie interne. Donc, vous allez pouvoir prendre peut-être les grandes lignes parce qu'encore une fois, on n'a pas 3 pages de long, donc c'est impossible de faire un copier-coller, mais vous pouvez prendre les grandes lignes, les grands titres, donner peut-être une couple d'exemples et qui va justement venir démontrer comment vous allez l'appliquer au quotidien. On peut venir parler aussi ici, en fait, si vous allez avoir des critères d'admissibilité pour les inscriptions. Est-ce qu'il va y avoir des priorités offertes? Par exemple, si vous ouvrez une garderie à côté d'un milieu hospitalier, est-ce que, par exemple, je dis n'importe quoi, premier critère, l'enfant, ça va être la fratrie, ou peut-être même avant ça. Les employés, les enfants des employés. Ensuite, la fratrie d'enfants déjà déjà inscrits dans votre garderie. Puis après, ça peut être les employés du milieu hospitalier avant d'aller dans le bassin en général du secteur. Donc, si vous avez des critères d'admissibilité, on peut les indiquer. Éventuellement, ils vont vous demander de mettre en place une procédure d'expulsion. On peut en parler un peu ici, qu'il va y avoir peut-être une procédure d'expulsion. Vous pouvez en prendre connaissance dans ce que j'ai écrit dans la régie interne, peut-être vous en inspirer aussi un peu. On peut noter aussi là-dedans qu'éventuellement, au moment opportun, vous allez donner le document en bonne et due forme qui est également aussi assez volumineux. On peut parler ici de tout comment vous allez diffuser l'information à l'intérieur de votre garderie. Donc, d'une part, à vos parents. Est-ce que vous allez avoir un site web? Est-ce que vous allez avoir une page Facebook? Est-ce que vous allez envoyer l'information par courriel? Est-ce que vous allez avoir un babillard à l'entrée avec toutes les communications, une télévision qui va passer les messages? Est-ce que vous allez avoir une infolettre que vous allez envoyer aux parents à tous les mois, par exemple, avec les informations pertinentes par rapport à la garderie? Justement, ici, on peut parler encore qu'on va impliquer les parents à l'intérieur de la garderie. On peut répéter, si jamais il vous reste du blanc pour mousser votre réponse, on peut rappeler encore une fois que on va justement transmettre toutes les informations aux parents, on va les impliquer dans les décisions avec, entre autres, l'Assemblée générale, le comité de parents, les rencontres, justement, on peut parler des dossiers des enfants. Donc, les rencontres avec les parents au moins 2 fois l'an pour le dossier de l'enfant, donc toutes les observations que les éducatrices vont avoir faites. On peut parler aussi des informations pour les éducatrices. Donc, tu sais, c'est important que quand la direction prenne des décisions, que l'information soit descendue aussi à l'intérieur de l'équipe. Est-ce qu'il va y avoir un intranet, donc une section peut-être à l'intérieur de votre site Internet pour les éducatrices? Est-ce que vous allez tenir des réunions d'équipe pour vous assurer que l'information est transmise aux éducatrices avant de le transmettre aux parents? Comme ça, si les parents posent une question aux éducatrices, elles vont être en mesure de répondre. Donc, toutes les procédures de diffusion de l'information, c'est par courriel, c'est en personne, c'est un papier dans le pigeonnier de l'enfant. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Comment vous allez faire? J'ai oublié un truc. Comment vous allez faire circuler l'information? Peut-être que vous allez pouvoir même indiquer que, tu sais, vous allez être là de telle heure à telle heure, donc les parents vont savoir qu'entre ces heures-là, ils peuvent toujours se pointer, votre porte va être ouverte. Donc, ça sera à vous de voir qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place. Mais encore une fois, écrivez
comment vous allez mettre en place ça, comment vous allez gérer la garderie, comment vous allez vous assurer que l'information elle circule bien, qu'elle est transmise et que les parents la prennent en considération. Donc, pas juste d'écrire je vais m'assurer que les informations soient transmises. Comment vous allez faire? Ça, je pense que ça fait le tour. Là, il va sauter à l'autre page. Oui. Alors, section 6, si jamais il y a d'autres renseignements pertinents qui pourraient aider le comité consultatif à prendre une décision par rapport à votre demande, voilà un carré pour pouvoir l'indiquer. Section 7, ça c'est drôle parce que ça, ils l'ont changé puis ils l'ont pas dit à personne. Avant, il y avait quelques lignes, sauf qu'il fallait absolument pondre, rédiger une résolution du conseil d'administration et l'envoyer en pièce jointe avec la demande. On n'est plus obligé depuis qu'ils ont élargi leur section 7. Donc, moi, je la ferais quand même, là, parce que si éventuellement ils la demandent, on l'aura, mais théoriquement, on n'est plus obligé de l'envoyer avec la demande, ce papier-là. Donc, c'est quoi une résolution du conseil d'administration? En fait, section obligatoire pour la personne morale, c'est notre cas parce que nous, on a créé une entreprise, puis c'est notre entreprise, la garderie Les Calinours ou la garderie Les Petits Soleils ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Québec Inc. qui va opérer la garderie. Donc, le ministère de la Famille veut s'assurer que parce que lui, il sait pas peut-être que vous êtes la seule et unique actionnaire de l'entreprise puis qu'il y a personne d'autre. Lui, il sait pas s'il y a peut-être 2 personnes dans le projet, 5 personnes dans le projet, 12 personnes dans le projet. Fait qu'il veut s'assurer avec une résolution du conseil d'administration que tous les actionnaires sont au courant qu'il y a quelqu'un chez eux qui fait une demande pour ouvrir une garderie. Fait que résolution numéro, ça devrait théoriquement peut-être être votre première. Fait qu'on écrirait, mettons, 1. Extrait du procès verbal de la réunion, parce que là, théoriquement, on aurait fait juste un papier normal qui dit qu'il y a eu un conseil d'administration qui a été tenu tel jour, telle date, telle heure, avec tous les autres membres actionnaires, genre monsieur un tel, madame une telle, ainsi de suite, pour prendre la décision de faire une demande d'ouverture de garderie. C'est sûr que là, si on est la seule et l'unique actionnaire, des fois, ça a l'air un peu bizarre, ce papier-là, parce que notre nom, il se ramasse à une coupe de place. C'est comme quoi que Ginette Binette a suggéré de... c'est écrit ici maintenant, on peut... Oups, c'est que ça se peut-tu, ça, cette affaire-là? Je touche pas à ma souris. C'est pas vrai. Moi, toucher quand même, parce que je veux vous l'écrire pour que ça donne une idée. Donc, extrait du procès verbal de la conseil d'administration de la garderie Les Calinours, par exemple. Non, OK. Tenu je sais pas, là, on va dire le samedi 10 décembre. Et attention, faut absolument que la date qui soit ici, elle soit avant la date qu'on envoie la demande, hein? Juste pour être sûr. Il est proposé appuyé et résolu de déposer une demande de permis de garde non subventionné pour, là encore, on reprend le nom de la garderie, donc la garderie Les Calinours, au ministère de la Famille afin qu'elle soit transmise, analysée par le comité consultatif, et afin d'autoriser, là, c'est ton nom à toi. La personne, c'est le nom de la personne qui va être en lien directement avec le ministère de la Famille. Fait que, mettons, je vais mettre le mien pour la cause, mais ça répète Ginette Binette. Ainsi de suite. Et en fait, là, comme j'ai expliqué, c'est que le ministère de la Famille veut s'assurer que tout le monde dans la garderie Les Calinours sont au courant que Julie Massaro a déposé une demande pour ouvrir une garderie. Puis là, si signature de la personne désignée par le CA, ça peut être vous autres avec la date que vous envoyez la demande, pas la date du 10 décembre, la date que vous envoyez la demande. Ça ici, là, faites-vous une copie, puis éventuellement, faites-vous un copier-coller sur une autre feuille pour que ça devienne la résolution du conseil d'administration officiel. Fait que si jamais pour une raison X, c'est vous la demande, vous l'aurez. Mais on n'est plus obligé de l'envoyer, on a juste à remplir cette section-là ici. Ensuite, section 8, signature du demandeur. Théoriquement, la personne qui signe ici,
c'est la personne qui est écrite là. Puis c'est la personne qui est écrite, je pense que c'est 1.2 là au début, là, quand il demande le nom de la personne en lien, là, ouais, c'est ça. Fait que la personne, le nom de la personne, puis toutes les coordonnées de la personne à 1.2 doivent être le même nom de la personne qui se retrouve ici, qui doit être le même nom de la personne qui se retrouve ici. Fonction, ben, peu importe là, propriétaire, actionnaire, directrice, peu importe, gestionnaire, c'est à votre guise. La date que vous envoyez la demande, votre signature. Ça ici, ils vous disent l'étape 2, donc une fois qu'on envoie tout ça au ministère de la Famille, une fois qu'ils vont vous donner le feu vert pour aller de l'avant avec votre projet, à l'étape 2, ça, c'est d'autres documents qu'il va vouloir fournir. Entre autres, un plan d'aménagement dessiné, scellé par un architecte. Là, ils vont vous demander en bonne et due forme le programme éducatif. Ils vont vous demander en bonne et due forme une régie interne qui appelle règles d'organisation de la prestation des services. Ils vont vous demander les preuves que votre personnel sont qualifiés, respectent les ratios, qu'il y a assez de personnes. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais Julie, moi, je serai pas pleine jour 1, là, tu sais, même si je fais un super plan marketing de la mort, impossible que la garderie soit pleine capacité jour 1 quand j'ouvre. Fait que je vais juste envoyer au ministère de la Famille, là, 3-4 noms de personnes que je vais embaucher jour 1. Erreur. Même si jour 1, t'es pas pleine, même si jour 1, t'as juste 3-4 éducatrices, tu dois envoyer comme si jour 1, t'étais pleine. Et tu dois équiper ta garderie dans le même sens. Il y en a qui me disent, ah, c'est pas grave, jour 1, je vais mettre juste la moitié, je vais acheter juste la moitié des petits matelas puis des affaires, puis je vais acheter au fur et à mesure que la garderie se remplit. Erreur. Quand le ministère de la Famille va venir faire son inspection officielle à la fin, lui, il veut s'assurer que tout est prêt puis que tout est complet pour que si demain matin, tu es complète, que tu sois capable d'opérer ta garderie. Donc, il va falloir que t'envoies les documents des employés comme si ta garderie était complète. Fait que si tu as marqué que tu avais besoin de 10 éducatrices, ben, il va falloir que tu envoies les dossiers de 10 personnes. Fait que bref, ici, le carré est en gris, on n'a pas besoin de rien faire, c'est juste pour vous donner un aperçu de qu'est-ce qui s'en vient. Alors, c'est pour vous dire de prendre de l'avance. Donc, voilà. Puis après ça, lui, ça finit avec ça ici. Dans le guide, là, je vais enlever ça ici en attendant pour qu'on puisse mieux voir. Donc, dans le guide, on a les adresses des différentes directions régionales que j'ai parlé tantôt, tout dépendant de votre secteur pour envoyer ça à la bonne place. N'oubliez pas que le comité consultatif va s'assurer, ils vont vraiment vérifier votre demande par rapport à 3 critères, donc la faisabilité, de votre projet pour s'assurer justement que les chiffres font du sens, que le calendrier de réalisation est réaliste, que vous avez la capacité organisationnelle pour mener à bien ce projet-là, que votre projet il est pertinent, donc entre autres qu'il correspond à un besoin dans un secteur, donc raison de plus de s'assurer de sélectionner un secteur qui prévoit être en déficit de place. Et de la qualité de votre projet, donc de la cohérence du fil conducteur qu'il y a à l'intérieur de votre projet, les moyens justement que vous allez mettre en place pour pouvoir le réaliser et y arriver, l'organisation de votre offre de service, toute la dimension éducative, la gouvernance, la gestion des ressources, l'environnement et ainsi de suite. Et les documents à acheminer, donc page 19 de ce document-là, on a la liste des documents à envoyer. Alors, évidemment, la demande bien remplie, complète au complet, avec soit un chèque visé, un mandat poste ou une traite à l'ordre du ministre des Finances du Québec au montant de 1 725 la copie certifiée conforme de l'acte constitutif, qu'on l'a dit tantôt, et une copie de la déclaration d'immatriculation ou de la déclaration initiale. En fait, ces documents-là sont disponibles au registre des entreprises du Québec. Voilà. Lamia, ma chère, est-ce que tu as des questions par rapport à la rédaction de la demande? Je te remercie vraiment beaucoup pour tout ça. Donc, c'est vraiment clair. Avant, je croyais juste remplir la petite section en haut. Donc, dans le fond, il faut tout remplir. Et je pense que c'est assez clair aussi. Donc, c'est ça. Dans la section 6, c'est indiqué comme... il y a la section 6, mais je pense que je vais le réviser juste... Ben écoute, s'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais que le ministère soit au courant, ben tu peux le rajouter là. C'est par exemple, OK, on jase. Admettons que
toi, ton mari, là, il est un promoteur de construction de maisons neuves, puis il vient d'acheter un super terrain dans le secteur convoité, puis que tu sais qu'il va construire 10 000 maisons neuves, ben ça serait peut-être que moi, je l'écrirais là-dedans. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est juste si jamais tu as un élément qui ne cadre pas avec aucune autre place pour le mettre dans la demande, ben on peut se permettre de le rajouter ici. Donc, je te remercie vraiment beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Donc, tant mieux. J'espère que les filles vont écouter ce webinaire-là en rediffusion parce qu'il y a énormément d'informations dedans qui va grandement vous aider. Puis, Oui. pour ce qui est des chiffres, on se revoit là. Attends une minute, je vais mettre ça. Je vais repartager avec ça ici, mon super PowerPoint. Alors, les questions, Lamia, t'avais pas l'air d'en avoir. Oui, parce que c'est vraiment clair parce que moi j'ai déjà rempli celle pour une garderie subventionnée. Donc c'est vraiment, je sais à peu près comment Ça se remplir ça. ressemble, là. C'est pas identique, mais ça se ressemble drôlement. Oui, exactement. Donc je voulais juste pas me tromper ou aller dans l'erreur aussi pour quand je vais la remplir. Sûrement aussi que on va réviser ça ensemble dans un webinaire privé. Donc ça c'est Ça me fait sûr. plaisir. Donc c'est ça. Ben, je te Super. remercie vraiment beaucoup. C'est Ben, vraiment ça me fait plaisir. Ouais, il y a répondu. eu cette fête. J'espère que tu as des petites vacances. Oui, puis je te souhaite bonne année, puis joyeuse fête aussi, Ben, joyeux Noël. merci toi aussi, ma chère. Puis, je répète juste là, toute question, julie@juliemassaro.com. Essayez si vous êtes capable d'écrire ask ou demande en avant de votre courriel parce que je reçois de ce temps-là là, beaucoup, 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 beaucoup de courriels. Puis c'est sûr que moi, j'aime ça vous prioriser parce que vous êtes mes clientes préférées. Donc, si je vois ça écrit en avant du courriel, je sais que c'est vous autres, fait que je vais vous répondre à vous avant de répondre aux autres. Parce que sinon, des fois, votre courriel, il peut se perdre un peu dans la masse. Fait que si vous êtes capable d'écrire ça, vous allez juste être répondu plus rapidement. Sinon, comme j'ai mentionné tantôt, ben, on se revoit en forme le mardi 10 janvier à 7h30. Je vais vraiment parler en profondeur des prévisions financières, comment aller chercher les chiffres, comment les calculer. Puis après ça, vous allez voir, ça va être un charme de juste transposer ces chiffres-là dans la demande. Ça va être un gros morceau, mais c'est quelque chose qui est pas compliqué une fois qu'on sait comment le faire. Donc, voilà. Alors, ben, Lamia, est-ce que tu as d'autres questions, ma chère? Le conseil, c'est quoi sa prochaine date, s'il te plaît? Comment? Pour la révision des demandes, c'est quand la prochaine date pour Bon, le ça, c'est conseil? un autre dossier, OK? Avant, là, avant le comité consultatif, c'était su de tous. Ils se rencontraient 3 fois l'an. Ils se rencontraient le 30 novembre, le 31 mars et le 31 juillet. Ouais, c'est ça, 3 fois l'an. 30 novembre, 31 mars, 31 juillet. La dernière fois que j'ai regardé sur le site du ministère de la Famille, ah ben, surprise, ils ont enlevé les dates. Ils ont juste dit que le comité consultatif se rencontrait quelques fois l'an. Ils n'ont plus de date officielle. Alors moi, tu me connais, j'ai appelé au ministère de la Famille et j'ai parlé avec la personne qui a répondu au téléphone et elle n'était pas au courant. Alors, est-ce qu'ils se rencontrent encore 3 fois l'an ou ils se rencontrent quand ils ont besoin? Malheureusement, je ne suis pas dans le secret des dieux et au ministère de la Famille, des fois, ça fonctionne un peu comme ça. Alors, théoriquement, historiquement, ils devraient se rencontrer le 31 mars prochain. Mais là, est-ce qu'ils se rencontrent plus souvent, moins souvent? Dieu seul le sait, ma chère. Donc, on peut envoyer, dès qu'on l'a rempli, on peut l'envoyer. Bien sûr, bien sûr. Moi, je tarderai pas. Dès que tu sais, dès que c'est complet, dès que tout est beau, que tu sais, tu vas bien dormir la nuit, tu diras pas, oh non, j'aurais dû mettre plus de trucs. Envoie-les. Elle n'attend pas. Parfait. Ben, je te remercie beaucoup, Julie. Puis je te Ça me souhaite fait plaisir. joyeux Noël, joyeuses fêtes. Ben, merci beaucoup, toi de même, et à tout le monde qui va écouter le webinaire en rediffusion aussi. Je souhaite de joyeuses fêtes. On se revoit en forme l'année prochaine. Au revoir. C'est bon, merci Lamia d'avoir été là. Merci. Merci à toi aussi. Merci. Bonne fin de semaine.